Donald Trump est-il en train de préparer une guerre longue en Iran? Selon plusieurs sources, l'armée américaine se prépare à un possible conflit de plusieurs semaines avec dans son viseur des installations de l'État iranien et pas uniquement des infrastructures nucléaires. Des frappes qui pourraient se préciser alors que les négociations qui doivent reprendre demain sur le nucléaire iranien sont très mal engagées. Écoutez ce que dit Marco Rubio. Nous avons affaire à des religieux chiites radicaux. Nous avons affaire à des gens qui prennent des décisions géopolitiques sur la base d'une théologie pure. Et c'est une chose compliquée. Personne n'a jamais réussi à conclure un accord avec l'Iran. Mais nous allons essayer. Allons plus loin avec Grégory Phillips qui nous a rejoint. Bonjour Grégory, bonjour rédacteur en chef international pour LCI. Magali Barthès nous a rejoint et Marc Semo, journaliste collaborateur au Monde et à Challenge. Et je rappelle votre livre 100 questions sur la géopolitique aux éditions Talendier. Magali, Donald Trump se prépare-t-il à une guerre longue ? Il se prépare déjà à des négociations. Il veut laisser sa chance quand même à la négociation. Et si la négociation n'aboutit pas, oui, il y aura certainement des frappes américaines, des frappes israéliennes. Et il est certain que en juin dernier, lors de la guerre des 12 jours, Donald Trump a envoyé ses bombardiers pour frapper des installations nucléaires et ensuite, il a tout de suite sonné la fin de la partie. Et il a dit à Netanyahou, on s'en tire là. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit en fait des installations nucléaires qui, contrairement à ce qu'a dit Donald Trump, ne sont pas complètement anéanties, des stocks de missiles balistiques que les Iraniens ont cherché à reconstituer, d'où la pression d'ailleurs de Netanyahou lors de son voyage à la Maison-Blanche la semaine dernière, qui a bien dit que la question balistique devait bien être au cœur de la négociation, sinon il y aurait des frappes israéliennes. Donc en fait, il cherche à obtenir une négociation plus globale qui lui permettrait de brandir un deal réussi auprès de ses électeurs. Après, ce qu'on voit, c'est que les Iraniens sont extrêmement fermes et que pour le moment, en effet, la négociation, elle n'avance pas, elle va reprendre demain. Mais il est certain que si ces négociations butent, alors à ce moment-là, il faudra y aller militairement. Et que la leçon de juin dernier, c'est que quelques frappes américaines sur les installations nucléaires n'ont pas suffi. Donc oui, certainement, dans la tête du Pentagone, il faut mettre des options plus larges sur la table, et c'est ce que prépare aujourd'hui le Pentagone, avec des frappes sur le nucléaire, certainement des frappes aussi sur des installations militaires iraniennes, peut-être même sur des centres de pouvoir. Tout est sur la table. C'est d'ailleurs les informations qu'on a dans la presse américaine, que le panel des scénarios est beaucoup plus large que ce qu'on avait en juin dernier, parce qu'en juin dernier, on a bien vu que ça ne suffisait pas. Marc Semo. Oui, surtout, il faut se préparer à une guerre longue et surtout le faire savoir. Parce que pour le moment, la logique de Trump est encore celle de la pression maximum. Ouais. Ensuite, la marge de manœuvre est très faible. Parce que Donald Trump avait déchiré l'accord de Vienne de 2015 avec l'Iran sur le nucléaire. Ils étaient sortis, ce qui avait d'ailleurs incité et accéléré les Iraniens en réaction à développer leur programme nucléaire qui est militaire. Ils ont au moins 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus depuis les frappes américaines de juin dernier, ce qui est un problème réel, parce que l'uranium enrichi à 60%, c'est très facile ensuite d'arriver à la qualité militaire à faire des bombes. Mais surtout, la question est, pour Trump, il ne peut pas accepter maintenant ce que veulent les Iraniens, c'est-à-dire des négociations qui porteraient seulement sur le nucléaire, même s'ils se disent prêts à faire quelques compromis. Et surtout, il ne peut pas accepter cette idée qui était dans l'accord de 2015, que les Iraniens avaient le droit à un nucléaire civil et donc à un enrichissement jusqu'à 3,5%. Eux, ce qu'ils veulent, les Américains, comme les Israéliens, comme toute une partie de la communauté internationale, c'est que les Iraniens n'aient pas du tout le droit à l'enrichissement, parce qu'ils n'ont pas arrêté de mentir, parce qu'ils ont continué à développer un programme militaire nucléaire, etc., etc., etc. Et ça, les Iraniens ne peuvent pas l'accepter, parce que ça serait une capitulation pure et simple, ça serait la fin de tout ce qu'ils ont fait depuis 30 ans pour avoir une bombe atomique. Et dernier point, tout aussi important, c'est que les Américains, comme les Israéliens, insiste pour faire un paquet global, où on traite aussi du balistique, parce que ça ne sert à rien de bloquer le programme nucléaire iranien
s'ils peuvent continuer leur programme balistique, qui est une menace pour les voisins. Et donc, dans tout ça, finalement, il faudra que l'un ou l'autre cède et capitule. Vu les rapports de force, ça doit être l'Iran. Et s'il ne le fait pas, il est probable que les Américains passeront à l'acte. Et comme le disait très bien Magali, à des frappes militaires qui ne peuvent pas être seulement d'un jour, parce que si on veut affaiblir significativement le régime, en frappant les centres de pouvoir, les nœuds de communication, etc., ça veut dire des frappes longues. Grégory, les experts estiment que les risques que poserait une telle opération pour les soldats américains seraient très importants. Et malgré ces données, le président américain envisage désormais une guerre longue ? Oui, alors attention, pour l'instant, la doctrine américaine, c'est no boots on the ground. On ne va pas envoyer de troupes dans le désert iranien, à l'exception peut-être de quelques forces spéciales. Ça a été évoqué un temps dans la presse américaine, mais il ne faut pas imaginer l'Irak avec une invasion américaine, à moins que je sois démenti dans les prochaines semaines. Non, ce qui est important, c'est de bien définir les buts de guerre, parce que quel est le but de guerre, si guerre il y a, en cas d'éventualité d'une opération militaire? Si c'est déstabiliser le régime, comme le disait Marc, voire un changement de régime, un régime change, comme on dit à Washington, oui, c'est sûr, ça ne va pas se faire en 3 jours de frappe, comme on a vu en juin la guerre des 12 jours. Ça va nécessiter des opérations longues, compliquées, et des bombardements qui, sans doute, dureront plusieurs semaines. Donc, en fait, il faut d'abord qu'on sache quel est le but de guerre de Trump. Si c'est remettre un coup, pardonnez-moi l'expression, sur le programme nucléaire, c'est ce qui a été fait pendant la guerre des 12 jours avec un succès mitigé. Si c'est détruire le stock de missiles balistiques, ça prend un peu plus de temps. Si c'est renverser le régime des Mollahs, là, c'est une opération beaucoup plus large, évidemment. Donc du but de guerre dépendra évidemment la décision de Trump, qui, encore une fois, laisse encore à peu près ouverte la porte à la négociation, puisqu'il envoie demain à Genève ses négociateurs en chef, Kushner et Witkoff, qui vont rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi. Donc la porte n'est pas complètement fermée, mais on voit que l'option militaire est évidemment encore sur la table. Selon nos confrères de CBS News, le président américain aurait indiqué à Benyamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien, qu'il soutiendrait des frappes israéliennes contre le programme de missiles balistiques iraniens. Est-ce une option crédible, Magali ? Ah oui, c'est une option crédible parce que les Israéliens ont bien dit la semaine dernière qu'ils étaient prêts, s'il le fallait, à y aller seuls. En tous les cas, ils font planer cette menace. Et rappelons-nous ce qui s'est passé en juin, où ce sont les Israéliens qui ont commencé à taper les installations, à frapper les installations iraniennes. Et puis, finalement, au bout de plusieurs jours, ils ont été rejoints par les Américains. Donc, que les Israéliens puissent se dire, avec l'aval certainement des Américains, oui, on peut y aller, et on sait à quel point les Israéliens sont convaincus que cette question balistique, elle est immédiate, elle est essentielle, elle est existentielle. Il y a eu presque 30 morts en Israël en juin dernier suite à des tirs de missiles. Donc cette question, elle est absolument essentielle pour Netanyahou. C'est exactement ce qu'il a dit à Donald Trump, d'ailleurs, lorsqu'il s'est rendu à la Maison-Blanche la semaine dernière, en disant à quel point, oui, la question nucléaire était importante, mais la question balistique l'était tout autant. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que, en effet, Trump a véritablement donné son aval ? Est-ce qu'il pourrait, comme en juin dernier, finalement, laisser partir les Israéliens en premier pour ensuite les rejoindre ? Ce sont un peu les informations dont vous parliez de CBS, comme quoi il y aurait une espèce d'accord tacite, finalement, entre les deux dirigeants pour une répartition des rôles en cas de frappe. Mais pour le moment, encore une fois, l'option privilégiée de Donald Trump, ça reste quand même d'essayer de faire aboutir ces négociations, même si on sent que c'est extrêmement compliqué. Ça reste en tous les cas officiellement son option privilégiée. Marc ? Oui, alors ça reste son option privilégiée, mais justement la marge est faible. Et d'un autre côté, ce qui explique aussi la détermination des Israéliens à faire pression de Benjamin Netanyahou sur Trump, il y a une occasion historique. Le régime est affaibli comme jamais. Ses alliés, à savoir Moscou et Pékin, ont plus ou moins abandonné. On n'a pas entendu, lors de la guerre des 12 jours, beaucoup la Russie. Elle est prise en Ukraine. La Chine a d'autres intérêts. Il y a pourtant un partenariat stratégique, aussi bien avec la Russie qu'avec la Chine. L'Iran avait vendu
des drones Shahid aux Russes pendant le début de la guerre en Ukraine, voilà, là, pour le moment, ils sont seuls. C'est un régime qui a quand même été profondément ébranlé par ces manifestations, qui étaient quand même de centaines de milliers, voire de millions de personnes, avec plus de 30 000 morts dans la répression, ce qui est, en quelques jours, ce qui est absolument sans précédent. Donc, il y a ce moment. Est-ce que ils vont en profiter? C'est toute la question. Effectivement, le problème d'un changement de régime, c'est qu'on ne peut pas l'obtenir uniquement par voie aérienne. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait malgré tout des relais puissants au sol. Alors évidemment, il y aura des forces spéciales américaines, mais ça ne suffit pas. Et il n'y a pas aujourd'hui d'opposition armée structurée à même de faire quelque chose. Et le risque, c'est celui d'un bain de sang. C'est-à-dire, une guerre civile en Iran, non seulement serait un terrible bain de sang, mais ça se déstabiliserait toute la région. Ensuite, c'est la raison pour laquelle les pays voisins, qui sont aussi les grands alliés des États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., la Turquie, ont fait une pression maximum sur Donald Trump pour ne pas faire la guerre. En même temps, ces régimes, et je terminerai là-dessus, ont aussi peur non seulement d'un possible chaos, mais quelque part aussi que ça marche. C'est-à-dire que le régime soit renversé, que une dynamique de transition s'instaure en Iran. Aujourd'hui, l'Iran est la société du monde arabo-musulman la plus sécularisée, la plus anti-religieuse et la plus pro-américaine après 47 ans de dictature des mollahs. Et tout ça, ça fait peur aussi aux pays voisins. C'est dans ce contexte que l'Iran vient de lancer un exercice militaire dans le détroit d'Ormuz, détroit ultra stratégique, au carrefour évidemment de beaucoup de circulation au niveau mondial, sous la houlette de ce général, le commandant des forces terrestres des gardiens de la Révolution. Grégory Phillips, le détroit d'Ormuz, c'est l'une des routes pétrolières les plus stratégiques au monde. Quel est le sens de cette démonstration de force à quelques heures de la reprise des négociations? Alors, la menace de bloquer le détroit d'Ormuz, elle n'est pas nouvelle. À chaque crise, plus ou moins, les Iraniens disent qu'ils peuvent comme ça paralyser une grande partie du transport maritime mondial et notamment du pétrole. Donc, presque à chaque fois, ils disent attention, on peut bloquer le détroit d'Ormuz. C'est exactement ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire que à la veille des négociations, on montre un peu les muscles. Alors, je note que c'est pas le patron de la marine des gardiens de la Révolution qui organise ces opérations, mais bien celui de l'armée de terre. Oui. Souvenez-vous qu'on se demandait un petit peu ce qu'était devenu le patron de la marine suite à des explosions, notamment du côté de Bandar Abbas. Donc, il n'a pas, à ma connaissance, réapparu. Ça peut poser une question. Maintenant, c'est une manière de montrer un peu les muscles avant les négociations. J'ajoute à cela, sur la voie diplomatique, je ne sais pas si vous avez vu passer ce tweet d'Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères ce matin, qui précise bien que tout est ouvert pour les négociations de demain. Ce qui n'est pas sur la table, écrit-il, c'est la soumission face aux menaces. Sous-entendu, vous êtes là avec votre porte-avions ou bientôt vos porte-avions, puisque un deuxième serait en route pour le golfe Persique. Eh bien nous, on n'obéira pas sous la menace et on ne se soumettra pas à la menace de Trump. Voilà, on est à la veille de négociations qui restent malgré tout importantes, même si il y a quand même peu d'espoir qu'elles débouchent sur quelque chose de très concret demain. À la veille de ces négos, chaque partie montre un peu les muscles. Magali. C'est une tentative d'intimidation, bien sûr, pour montrer les muscles avant cette négociation. Les Américains font la même chose aussi de leur côté. Mais là, pour les Iraniens, l'idée, c'est vraiment d'insister sur leur capacité de représailles, en fait. Parce que l'idée, ce serait, s'il y avait aujourd'hui des frappes américaines, ce que font passer comme message les Iraniens, c'est qu'ils ont des moyens de rétorsion. En effet, sur ces détroits d'Ormuz, par lequel passe 20% quand même du commerce pétrolier, et puis en visant aussi les bases américaines dans le Golfe, ces bases américaines qui sont en train d'être considérablement renforcées avec de la défense aérienne américaine qui est envoyée en ce moment en masse pour justement protéger par peur du coup d'après justement des mollahs iraniens. Donc là vraiment l'idée c'est on a une véritable capacité de nuisance. C'est ça le message que cherche à faire passer le régime iranien.
qui finalement souffle le chaud et le froid en permanence. J'ai envie de dire un peu comme Donald Trump d'ailleurs, mais qui souffle le chaud et le froid en disant oui, on pourrait être ouvert à la négociation, diluer l'uranium hautement enrichi, peut-être même ouvrir certaines installations. Quand même le ministre des Affaires étrangères iranien qui va aller voir Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA, tout à l'heure à Vienne, et qui en même temps fait ces démonstrations militaires, c'est évidemment pour dire on a aussi des cartes dans notre jeu et que justement on refuse cette soumission, cette capitulation que cherchent à nous imposer les Américains. En un mot, Marc Semo, je vous sens cartes, dubitatif. Leur système antiaérien avait été vitrifié pendant la guerre des 12 jours en juin dernier. Il n'a pas été reconstitué. Alors oui, ils ont des missiles. Ils en avaient 1000. Là, probablement, ils en ont refait. Ils sont arrivés à 2000. Mais malgré tout, leur capacité de représailles et de nuisance reste quand même très limitée. Et c'est aussi pour cela que, ils bombent le torse. Ils essayent, mais leur marge, c'est un régime aux abois. C'est un régime acculé. Et son renversement, effectivement, ouvrirait une page au moins similaire à celle de celle qui avait été après la chute du mur de Berlin.